Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir le contexte psychologique d'un acte. On ne va pas rentrer dans des grandes théories psychologiques. Nous allons simplement voir deux aspects psychologiques de la prise de décision. Deux petits modèles psychologiques. D'abord quelque chose sur les émotions, très simple. Et ensuite, nous allons voir le modèle de la pyramide de Maslow qui nous parlera des besoins que nous pouvons avoir et de leur hiérarchisation, la façon dont ils s'organisent. Alors, première petite vidéo sur les émotions, je vous laisse la regarder. Vous n'oubliez pas de prendre note et vous répondrez aux questions ensuite sur le formulaire Google. Voilà, bon visionnage. I don't want to set the world on fire. Je voudrais juste revenir sur un tout petit détail. Ton cerveau, ça te dit un truc? Bon, en vrai, je devrais dire tes cerveaux parce qu'en fait, t'as des neurones dans ton ventre, dans ta tête et dans ton cœur. Vous pensez pas qu'il serait temps de s'intéresser à ce qu'il raconte? Non, parce qu'il faut attendre 1932 pour qu'il y ait enfin un prix Nobel qui découvre la fonction d'un neurone. Et il faut attendre la fin des années 60 pour qu'on invente la neuroscience. Il y a eu 19 siècles avant. Et en 99, non, en 95, non, bon bref, on s'en fout. Il y a Daniel Goleman qui écrit l'intelligence émotionnelle. Bien? Ouais. Donc en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est le langage de ton cerveau. Ton cerveau te parle, mais tu comprends rien à ce qu'il dit. Et quand tu comprends rien à tes émotions, bah tu comprends rien à ton cerveau. Salut, c'est facile de critiquer. Quand je suis énervé, je peux rien faire. Neurosciences appliquées. Pour simplifier, t'as 4 émotions principales. La colère, bonsoir. La tristesse, bonsoir. La peur, bonsoir. Et la joie. Salut. Et quand une de ces émotions se manifeste, ce qu'elle veut, c'est te pousser à faire un truc. Fais un truc. L'émotion, c'est ton cerveau qui te dit réagis. Par exemple, la colère, elle te le dit pas. Mais tu vois pas que c'est rouge, connard! Elle te dit j'ai besoin que mes valeurs soient respectées. Merci, voilà, merci. Et fais gaffe. Quand t'es en colère, tu produis du cortisol. Et le cortisol, quand on a trop, à la longue, ça ronge tes neurones. Mais ça te permet d'attaquer. T'imagines l'état des neurones du gars qui passe 3 heures à écrire un commentaire vénère sur internet? Non mais c'est juste un exemple. Pour 1 minute de colère, il faut 1 heure à ton système immunitaire pour évacuer ton cortisol. 5 minutes, 5 heures. Tu me dis si je vais trop vite. Et la tristesse, elle te dit pas. Non mais parce qu'après elle est repartie, enfin. Elle te dit désormais, je suis disponible pour un renouveau. Donc en gros, quand t'es triste, c'est que ton cerveau a compris que c'était fini. Mais pas toi. Et que si tu commences autre chose, eh ben t'arrêtes d'être triste. La peur, elle te dit pas. Elle te dit voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas. Ça veut dire bouge ton cul. Ah, et au passage, il n'y a que 8% de tes peurs qui sont fondées sur une menace concrète. 8. Tout le reste, c'est dans ta tête. T'es pas obligé d'être condescendant pour expliquer les trucs. Oh mon Dieu, je vais mourir. Donc en gros, c'est 3 signaux qui te disent tous la même chose. Fais une action pour revenir à ton émotion de base, la joie. C'est moi. C'est la seule de tes émotions que ton cerveau essaye de reproduire en permanence. Et ce que tu sais peut-être pas, c'est que le sourire, il est à l'origine de ta joie, et pas le contraire. Parce que quand tu souris, même si tu te forces, tu produis de la sérotonine et de la dopamine qui te provoquent un sentiment de bonheur. Donc en gros, l'émotion, c'est un signal qui dure quelques secondes. Et le sentiment, c'est le temps que tu accordes à ce signal. Donc au final, le bonheur, c'est le temps que tu accordes à ta joie. C'est moi. Tu commences... Et tout le monde s'en fout. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, oh, no, 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 no. Oui, c'est moi. Je peux revenir, c'est bon, il est content. Quoi? Mais ça fait 30 ans qu'il gueule. Bon, passe-moi colère. Passe-moi colère. Non, ne pleure. Ne chiale pas, je te crie. Donc maintenant, c'est le moment où tu peux regarder un autre épisode ou t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Non, il faut que tu cliques. Non, vraiment, il faut que tu cliques sur le bouton. Alors, deuxième petite vidéo que nous allons voir, qui va nous parler de la pyramide de Maslow, qui nous parlera donc des besoins, de leur hiérarchisation. Je vous laisse la regarder, et comme pour les émotions, hein, vous n'oubliez pas de prendre des notes et de répondre au questionnaire Google. Bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aux théories économiques.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, aussi appelée pyramide des besoins, est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins, une théorie de la motivation. Cette théorie est réalisée à la suite des observations faites dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow. On lui attribue la pyramide, mais en fait, il ne l'a pas réalisée. C'est une interprétation tardive de ses travaux. Maslow a mis à jour 5 besoins fondamentaux pour l'homme. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement de soi. À la base de la pyramide, on retrouve les besoins physiologiques, qui sont des besoins basiques comme la faim, la soif, la respiration, le sommeil ou l'élimination. Puis viennent les besoins de sécurité qui sont un peu plus complexes, comme vivre dans un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Ensuite, il y a les besoins d'appartenance et d'amour, qui sont en fait des besoins d'affection venant des autres. Puis viennent les besoins d'estime, qui regroupent la confiance en soi, le respect de soi, mais aussi la reconnaissance et puis l'appréciation des autres. Et enfin, tout en haut de la pyramide, vous avez le besoin d'accomplissement de soi, qui est un besoin de se dépasser, de faire mieux, de sortir de soi-même. Pour Maslow, ces besoins sont universels, car une motivation a pour origine des déterminismes tels que la culture, le milieu social ou l'éducation. Ainsi, une personne peut satisfaire son estime de soi en étant reconnue comme un bon sportif par ses pairs, et une autre en possédant du pouvoir. Derrière chaque motivation ou chaque objet de désir se cache en réalité un besoin fondamental. Mais tous les besoins n'ont pas la même valeur, ils ont une hiérarchie. Ils sont continuellement présents, mais certains se font plus sentir que d'autres à un moment donné. Par exemple, une personne est capable de mettre sa vie en péril pour se nourrir si elle a terriblement faim. Les besoins physiologiques ont plus d'importance que les besoins de sécurité. Les besoins ont donc une hiérarchie, d'où leur représentation sous forme de pyramide. Les besoins physiologiques sont plus importants que les besoins de sécurité, ils sont donc plus bas dans la pyramide, à la base de la pyramide. Viennent ensuite, dans l'ordre, les besoins d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime, et enfin les besoins d'accomplissement de soi. Lorsqu'un besoin est satisfait, un autre plus élevé dans la pyramide va prendre sa place. A l'inverse, lorsqu'un besoin plus bas dans la pyramide n'est plus satisfait, il redevient prioritaire. Si je n'ai pas pu me nourrir depuis plusieurs jours, cela redevient prioritaire sur mon besoin de sécurité. Mais attention, il n'y a pas besoin qu'un besoin soit satisfait à 100% pour que la personne passe au besoin suivant. Pour Maslow, tout se passe comme si le citoyen moyen était satisfait à 85% dans ses besoins physiologiques, à 70% dans ses besoins de sécurité, à 50% dans ses besoins d'amour, à 40% dans ses besoins d'estime et à 10% dans ses besoins de réalisation. C'est la même chose pour le concept d'émergence d'un nouveau besoin après satisfaction d'un besoin primaire. L'émergence n'est pas un phénomène soudain. C'est une émergence lente et graduelle. Par exemple, si le besoin primaire A est seulement satisfait à 10%, alors le besoin B ne sera pas visible du tout. Si par contre le besoin A est satisfait à 25%, le besoin B peut apparaître à 5%. Et si le besoin A est satisfait à 75%, alors le besoin B peut apparaître complètement, et ainsi de suite. La pyramide de Maslow est très utilisée en marketing, où elle permet de positionner un produit. Elle possède en effet l'avantage d'être immédiatement compréhensible et frappante. Mais malheureusement, elle a ses limites. Et parmi ces limites, il y a l'absence de données scientifiques pour vérifier ou justifier le modèle. Maslow le disait lui-même, il est beaucoup plus facile de percevoir et de critiquer les aspects de la théorie plutôt que d'y remédier, principalement à cause du grand manque de données disponibles. Si vous ne deviez retenir que 3 choses de la pyramide de Maslow, ce seraient les suivantes. 1. C'est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins. 2. Les besoins sont dans l'ordre les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement de soi. 3. Il y a un grand manque de données
pour vérifier et justifier le modèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un gros pouce vert, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de voir mes prochaines vidéos. Et voilà, il ne reste plus qu'à à remplir le formulaire et on se voit en classe pour les applications sur cette théorie. Au revoir.